Lucky Seven, c'est notre 7e épisode, Marc. Encore une fois, merci d'être là. Yes. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Mon Technicien. On va avoir 2 épisodes commandités par Mon Technicien, qui est une firme qui t'aide en TI quand tu perds tes courriels ou que tu te fais hacker. T'appelles Paul, que j'ai direct là sur mon téléphone. Je ne l'appellerai pas parce qu'il m'a dit qu'il était en meeting. Mais sinon, il me répondrait puis il m'aiderait avec son technicien. Ah ouais. Fait que, il nous aide déjà chez Poche et Fils. Une centaine d'employés, super belle PME. On ne peut pas investir dedans encore. Ils ne sont pas en bourse. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Si après le shootout d'aujourd'hui, ça explose ses ventes, puis il faut que j'aille lever du capital, ben, pense à nous. Ouais, mais un peu comme Sidney Sweeney a fait avec American Eagles. Mm-hmm. Toi, tu parlais d'identifier un possible boost dans les earnings quand il y a une campagne avec un influenceur ou une influenceuse. Exact. Ben, c'est intéressant, là, celle-là, parce que ça a tellement fait les médias puis les réseaux sociaux dans les derniers mois. Puis, tu sais, au final, American Eagle, c'est une compagnie qui existe depuis tellement longtemps. Tout le monde connaît ça, mais qui en porte réellement puis qui dit hey, « Moi, je m'habille chez American Eagle. » C'est pas quelque chose d'habitude que tu dis à voix haute. Non, je sais pas, c'est beau. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est pas un nom qui est si attirant que ça ou rien de ça. La compagnie, elle est vraiment mal depuis longtemps. Puis depuis qu'elle a fait cette publicité-là, finalement, avec la compagnie, le stock a littéralement doublé depuis le mois de juillet. Okay? Fait que, doublé. Ouais, il est passé d'environ 100$ par action. Je veux juste double check. C'est pas de 13 à 17 après les earnings? Ouais, mais quand elle a fait de la campagne, le stock était à 10$ en juillet. OK. Je comprends. Fait que là, je pense American Eagle, on va aller voir. Fait qu'il y a eu un boost de 10 à 13, puis là, cette semaine, ils ont annoncé leur résultat trimestriel, puis ça a passé de 13 à 17. Tu peux peut-être partager ton écran avec l'audience. Ouais, il y en a qui peuvent aller voir ça. Partage mon écran. On est rendu à 18,26$ par action. Okay? Fait que, 18 et 26. Ouais, fait que 18 et 26, je veux dire, c'est quand même pas pire pantoute. Là. Pas pire pantoute. Tu sais, si tu regardes ça en... 80% de hausse. En juin, le stock était à 9,60$. Est-ce que c'est seulement attribuable à elle ou il y a eu d'autres choses? Non. Okay, j'ai creusé pas mal, puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je veux juste regarder un peu qu'est-ce que j'aime faire. En réalité, pourquoi je regardais ça, c'est que je me suis dit, quand il y a des figures publiques comme ça qui viennent backer une compagnie qui est peut-être plus ou moins aimée, faut vraiment porter attention parce que c'est souvent un signe potentiellement que ça peut venir changer complètement le vent. Est-ce que ça va le changer pour le long terme? Honnêtement, c'est questionnable. Je pense pas que ça va... pourrait peut-être le changer négativement. Je sais pas, mais je pense que c'est une fille... Sidney Sweeney, en tant que telle, c'est une actrice qui fait beaucoup parler d'elle. Ça fait quand même 1 an qu'elle est toujours partout en ligne. Tout je ça. l'avais jamais vue. Honnêtement, je suis pas ça pantoute. Ben, elle est toujours associée. Genre, tu la vois partout sur les réseaux sociaux. Là, c'est comme quasiment un meme rendu quasiment. Là, parce que tu es toujours là. Fait que déjà, son reach est énorme à elle. Puis qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui se passait avec la compagnie avant puis qu'est-ce qui s'est passé après. Fait que... La seule chose que j'ai vue, c'est la photo qu'elle porte des jeans puis probablement c'était une photo un peu... C'était pas superbe comme photo. Là. Non, mais tu sais, je pas le goût d'acheter. Non, mais je pense que c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu même des backlash un peu négatifs qui disaient que c'était un peu sexy puis c'était comme un peu de la promotion. C'est ça qui a fait le marketing. Mais c'est souvent le cas. There's no such thing as bad marketing, comme ils disent. Là, fait que... qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand on regarde un peu la compagnie avant, c'est que la compagnie, tout allait mal. Littéralement, tout. Fait qu'ils ont fait un write-off d'inventaire de 75 millions quelques mois avant. Finalement, au début de l'année, ils ont fait ça parce qu'ils ont réalisé que toute leur collection d'été, il n'y a rien qui se vendait. Fait que là, ça allait vraiment pas bien. C'est beaucoup, 75 millions de write-off d'inventaire de linge. Ouais, mais souvent, t'es mieux de write-off que de liquider. Exact. Ouais. Fait que, en tout cas, ici, peut-être tu connais peut-être plus que moi là-dedans, là, dans tout ce qui est liquidation de... Dans pas mal tout, à part la bourse, je pense que je m'y connais plus que toi. non, mais vas-y, là-dessus, je suis quand même curieux pour savoir. Tu dis ça, mettons, c'est mieux, mettons... Au niveau, premièrement, protéger le brand. Tu veux pas vendre du American Eagle à 5$. Il y a un prix que tu peux pas aller en bas. C'est vrai. Il y a certains brands qui l'ont pas, ce problème-là. Il y a certains brands qui peuvent aller vendre chez Marshalls, puis tu peux avoir des prix bas pour un bien premium qui, là, 5 ans, était premium, puis maintenant, se vend chez Marshalls. Ouais. Puis aussi, au niveau comptable, c'est comme si tu accusais une perte à la bourse. Fait que dans le fond, tu peux déduire ça. Au niveau fiscal, t'es bien mieux de faire ça. Je comprends. Ouais. Que de mettre, finalement, d'aller chercher un petit revenu banal qui ne pas je pense que c'est... Il y a sûrement d'autres raisons, mais je pense que ces deux-là sont right on. Je comprends. Fait que, première raison, tu avais ça. Deuxième affaire, c'est que définitivement, si t'es pas capable de vendre ta collection d'été, tes guidance, ça va pas bien aller. Fait qu'ils ont coupé
drastiquement toutes les guidance pour l'année au complet. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de leur production finalement qui est en Chine, qui est faite en Chine. Puis avec les tarifs de Trump, il y a eu beaucoup de questionnements sur OK, ça va être quoi le coût finalement de produire ces chandails-là puis ces jeans-là. Fait que ça n'a pas été bon non plus. Puis l'autre affaire aussi, c'est que le trafic organique dans les magasins était à la baisse de 9% sur un an. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'est pas un magasin qui était à la mode. Quand tu dis le trafic organique, ça, est-ce que c'est simplement le monde qui rentre dans la boutique? Exact. Ouais. Ouais, fait que le monde qui décide de venir parce que sinon, ça serait quel genre de trafic? Ça s'appelle pas ça un trafic organique, je sais ça? pas, Trafic d'affiliés? Non, mais un paid traffic? Non, mais... T'as amené du monde forcé à ta boutique? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais c'est vrai que ça s'appelle comme ça, mais je me suis toujours demandé, je me suis dit peut-être que t'avais la réponse. Non, j'ai pas de... Ben, avec organique, c'est que en tant que tel, t'as pas payé la personne. Ouais, c'est le foot traffic. Ouais. Exactement. Je pense que c'est plus pour ça qu'on dit ça comme ça. Okay. Tandis que si t'as un ad, mettons, puis le ad, il t'a envoyé sur ton site, mais c'est pas du trafic organique. Là. Oui, en ligne, c'est comme ça, mais je parlais physiquement, c'est comment que t'as pu amener une personne qui a un sac sur la tête jamais Fait que là, tout va mal, ça a 10% down, puis soudainement... Fait que soudainement, qu'est-ce qui est arrivé, OK, c'est que le CEO a embarqué là-dedans, il a dit, bon, regarde, on va essayer de faire une campagne. La campagne, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle a été lancée en juillet. L'objectif, c'était de rebrand la compagnie au complet et donner un nouveau vent de fraîcheur, OK? Fait que la compagnie, OK, quand on a fait cette publicité-là, ça l'a amené, OK, pas loin de 700 000 clients en quelques semaines. Et ça l'a fait 40 milliards d'impressions sur les réseaux sociaux. OK? Fait que 40 milliards d'impressions. Sais-tu combien ils ont de boutiques? Parce que le chiffre paraît gros, mais tu sais, s'ils ont 500 000 boutiques aux États-Unis, ben, si tu le sais pas, je veux pas qu'on perde trop de temps, mais je voulais juste donner... Parce que souvent, comme dans n'importe quoi, tu lis une statistique, un chiffre, tu as l'impression que c'est énorme. 40 milliards d'impressions, c'est effectivement énorme. Nous autres, on en fait 50 000 à date, ce qui n'est pas si pire sur YouTube. Mais 40 milliards. Check ça. Fait, ils ont combien de magasins? Ouais. Ça, c'est World Wild, OK? Là? Tu veux-tu partager ton écran? Ouais, tu peux le partager. Ça dit qu'il y a 1175 magasins American Eagle. Après, ils ont d'autres sous-brands en dessous, mais c'est 1175 qui est quand même la pas majorité aux États-Unis, I guess. I guess que c'est ça. There is located across US, Canada, Mexico et Hong Kong. OK. Ouais. OK. C'est quand même beaucoup. Je pensais pas que c'était aussi gros ça. Sont seulement dans 4 pays. En tout cas, c'est ça qui est écrit en tout cas ici. Ouais. Ça me surprend. Additionally, OK, there are licenses and franchise AOE, OK. Dans 30 pays. OK. 30 pays, mais c'est là où tu as des licences. Fait que c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas leur boutique, mais c'est vendu dans d'autres boutiques. C'est pas des magasins corporate. Fait qu'ils ne mettent pas là-dessus directement. Tu vois d'abord, sachant cela, ce que je t'ai répondu un peu plus tôt de tu veux pas vendre à un prix moindre, ben je connais pas le deal de licensing, mais ils sont obligés de vendre à ce prix-là s'ils ont un deal de licensing, parce que celui qui revend, probablement qu'il se prend un 40-50% lui aussi. Tu sais. Ouais. Fait que si tu commences à undercut, là, la personne voit le prix. Ouais. Hey, là-bas, ils vendent 5$, puis là, tu me vends 50$. Ouais, ça fait pas de marche sens. Pas, exact. Non. Fait que depuis qu'il est rentré. Fait que t'en as-tu acheté, dans le fond? C'est ça que le monde veut savoir. Non, j'en ai pas acheté. Non, j'en ai pas acheté, mais c'est ça qui était frustrant. C'est pour ça que j'ai fait un post là-dessus. J'étais comme crime, c'est stupide. J'aurais honnêtement, c'était que, tu sais, des fois, tu dis il y a des obvious calls dans la vie. Celle-là, c'était quasiment obvious que ça allait pas nuire à la compagnie, que ça allait justement générer des bons chiffres. Mais des fois, il y a des obvious calls pour toi qui suis l'actualité au quotidien. Mais celle-là, comme tu dis, si tout le monde le savait, voyait les memes, savait qu'elle avait un paid partnership avec American Eagles, c'est sûr que c'était un call que plusieurs personnes, monsieur, madame, tout le monde aurait pu faire. Potentiellement. Ben, tu sais, après de savoir, la vraie question, c'était à quel point c'était déjà priced in ces bons résultats-là. Je pense que c'était plus là que ça devient difficile aussi de savoir. Mais... J'ai comme l'impression que les analystes de Wall Street, du haut de leur sphère en ivoire ou en verre, ils sous-estiment l'impact d'une campagne d'influence, surtout quand elle est bien faite ou surtout quand elle fait jaser, bon ou mauvais, comme tu disais. Fait que j'ai de la misère à croire que c'était priced in. Ouais. C'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça, que tu t'attends des bons résultats, mais pas autant que le vrai impact, parce que c'est un domaine mal compris par les gens. Si on regarde juste le domaine de l'influence au Québec, essayer de monétiser du contenu d'influenceurs, on est arriéré. On est très arriéré. Puis je pense que même aux États-Unis qui sont avancés, eux aussi, ils sont arriérés, dans le sens que traditionnel, médias versus...
Mais ça, c'est un autre sujet, Marc. T'avais-tu d'autres sujets? T'en avais plein. On a tellement de feuilles. Ouais. On n'a jamais été aussi peu préparé. On n'a jamais eu autant de feuilles. Ça, c'est la preuve, mesdames et messieurs. C'est comme quand t'as pas étudié pour un examen puis tu colles les résultats sur la semelle de ton... Il y a d'autres choses que je voulais parler, sinon, OK. C'est vrai qu'on a beaucoup de feuilles, mais je pense que les deux, on a rarement été si Mais tu m'as dit que ça fait comme 2 épisodes que tu dors mal. Je commence à m'inquiéter sur ton sommeil, Marc. Non, c'est parce que moi, j'ai des allergies à ce temps-ci de l'année. Oh. Okay? Fait que, genre, déjà là, mes niveaux d'énergie sont vraiment T'es allergique à quoi? Je sais pas. Je sais juste qu'en septembre, fin ou début septembre, à chaque année, là, si j'ai allergique, j'ai la gorge qui pique, j'ai les yeux qui brûlent. OK, tout ça. ben, je sais que tu es allergique. Est-ce que ça dure jusqu'au premier gel? Un peu avant. OK. Mais ça dure pas très longtemps. OK. Mais c'est genre, mon niveau d'énergie est vraiment plus bas. Je pense que c'est l'herbe à poux. Ah, ça se peut. Moi, je suis allergique à l'herbe à poux. Parce que J'avais fait des tests quand je j'étais jeune, puis il te pique, là. Là, il te pique, mettons, Je l'ai attrapé pollen, l'année passée le chat, encore. si ça. Puis là, c'était tellement devenu gros, Marc, que le gars m'avait dit « T'es comme 3 fois allergique, pas une fois. » Puis j'avais fait de la désensibilisation avec des piqûres. Maintenant, ça se fait avec des gouttes en dessous de la langue. Puis malgré ça, hier, c'est drôle que tu dises ça, je me suis réveillé avec le palais qui piquait tellement. J'allais prendre une Aerius, puis je me suis mis une note. Qui c'est qui produit Aerius? Je veux acheter le stock. Puis là, en me levant un matin, je suis allé faire mes recherches et j'ai découvert que les 3 plus gros, 2 des 3 plus gros, Aerius et Claritin, sont faits par Bayer, qui est une filiale de Merck. Je me suis mis à faire des recherches sur Merck. J'ai vu que ça avait baissé énormément. Tu peux checker un peu puis peut-être partager ton écran pendant que je continue, mais comparativement à un de leurs gros compétiteurs, qui est le plus gros joueur, je pense, dans ce domaine-là, Johnson & Johnson, qui possède Kenvue, qui, elle, est une filiale qui crée Reactine. Donc, tu as Aerius et Claritin qui sont faits avec Bayer, Merck, Reactine qui est faite avec Kenvue, possédée par Johnson & Johnson. Et là, je me suis mis à comparer les deux, Merck versus Johnson & Johnson. Ouais. Un qui a très bien performé au cours des 6 derniers mois de la dernière année et l'autre qui a baissé, tu pourrais me corriger, là, ça doit être pas loin de 30-40 Exact, il était à 130. Excuse-moi, je vais revenir rapidement. Mais ça n'a pas rapport aux allergies, parce que là, quand tu creuses, parce que là, j'apprends de ton apprentissage. J'ai commencé à creuser, comparer. On se rend compte que Merck a énormément chuté en raison de la baisse de vente du vaccin contre le VPH, le virus du papillome humain, qui est Gardasil. Là, j'ai texté ma blonde, qui est pharmacienne. J'ai dit, comment ça, ils vendent moins de Gardasil? Elle me dit, c'est le même prix qu'avant, mais tu as juste besoin de 2 doses au lieu de 3. Là, je suis là, ouais. Fait que là, tu as 1/3 de moins de vente, puis ils ont ajusté le prix, en tout cas au Québec, de 1 ou 2 piastres, qui est de toute façon couvert par les assurances ici au Québec, mais pas partout au Canada puis aux États-Unis, pas pantoute. Fait que bref, j'ai regardé ça. Le PI semble intéressant, environ à 13 fois au cours des 12 derniers mois, là, le trailing TTM PI. Et si on regarde le forward PI, le ratio price to earnings sur les 12 prochains mois. Sur les 12 prochains mois, ça tournait autour de 9 selon 7-8 sources que j'avais, comparativement à un forward PI de près de 16 pour Johnson & Johnson. Fait que là, j'étais là, OK, ça va-tu si mal que ça? C'est-tu un poids? Est-ce que l'événement de Gardasil et le poids de cet impact-là est exagéré? Puis j'ai continué ma recherche, mais tu voulais-tu partager de quoi pendant que tu checkais? Ou? Ben, tu peux partager mon écran depuis tantôt. Je suis en train de juste regarder un peu les chiffres rapidement. Les chiffres, honnêtement, ça semblait pas mauvais au niveau des revenus. Mais ça, c'est des grosses compagnies, tu sais. C'est comme c'est des Ballymet, là, whatever, je sais plus. Behemoth. Ouais. Je cherchais la façon de... C'est soit ça ou une ville en Iran. Mais l'affaire, c'est que... Vas-y, Marc. L'affaire, c'est que c'est des grosses compagnies qui partiront jamais, sont tellement implémentées dans le système médical, surtout pharmaceutique, ces compagnies-là, que peut-être des fois, ils peuvent avoir des moins bons moments, mais je pense que c'est des belles compagnies de valeur, d'une certaine façon. Mais une des choses que tu m'as appris, c'est on ne sait pas la prochaine nouvelle, on ne peut pas prédire le futur. Évidemment, c'est pas toi qui m'as appris ce bout-là. Le bout que tu m'as appris, c'est l'autre. Historiquement, il se trade à 14,5 de ratio PE. Et selon Reuters, qui lui donne un ratio de forward PE de 8,7. Donc autour de 9, comme je parlais. Fait qu'on a un discount de pas loin de 80% selon son
son trade historique. Et il y a un énorme pipeline de nouveaux médicaments. Et il y a aussi, là, quand tu commences à rechercher, un des secteurs qui bénéficie du AI, c'est les biotech, qui développent des médicaments plus rapidement, plus facilement. Qui achète ces biotech-là quand il y a un médicament? Souvent, il y a des merger and acquisition de Johnson & Johnson, Merck, etc. Le secteur en entier est à terre. Le secteur de la health, santé, si tu regardes des compagnies comme Moderna, qui, eux, effectivement, sont très à terre parce qu'il n'y a plus de COVID. Mais aussi Pfizer, c'est un secteur, là, je regardais un des plus gros ETF qui trade ce secteur-là, qui est Life au TSX et qui est XLV, Healthcare Select Sector SP500 aux États-Unis. Il se trade relativement bas, encore une fois, versus les 5 dernières années. Il y a peut-être une opportunité là. 100%. Moi, ça va être un des stocks que je vais acheter dans le portefeuille virtuel qu'on va parler un peu plus tard. Fait que c'est ça. Tout ça est parti d'un picotement dans le palais. S'il faut que je fasse des recherches. T'as des picotements qui te génèrent des idées, toi, en tout cas. Ouais, mais man. T'es pas KO au lit, ton cerveau, il roule, le hamster, il roule. Je dors avec une plaque occlusive parce que je grince des dents depuis que j'ai des enfants. C'est fou, man. Tu mesures en Newton comment tu mords, là, puis j'étais à 1300, puis le médecin n'en revenait pas. Mais avec une plaque occlusale, ça te pique dans le palais, tu peux même pas mettre ta langue. C'est terrible. C'est l'enfer. Fait que tout ça me fait acheter du merch. Ouais, OK, c'est bon. Mais c'est vrai que ce que tu dis, j'arrête les chiffres depuis tantôt, puis effectivement, tu sais, un price earning pour les 12 prochains mois qui était à 9 fois. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu ça, honnêtement, c'est rare. Pour une compagnie de, mettons... C'était un gros nom, là. Oui, exact. C'est ça, mais c'est pas une compagnie qui grossit à... Non, énormément. Non, mais relativement au marché, quand tu vois des compagnies se trader à 15, 20, 30, 50, 200 fois comme Palantir. 1000 fois comme Palantir. Puis on était à 2-3 fois, ça disait les price to sales aussi. Fait que je veux dire, c'est pas des... C'est des chiffres qui sont très, très, très raisonnables. Tiens, en termes de croissance du chiffre d'affaires, il y en a qui sont curieux. Donc, partager mon écran ici. Tu sais, c'est les 5 dernières années, il y a quand même une croissance de 7,7 %, les 10 ans, 4,7 %. Fait que c'est des compagnies, tu sais, ça, c'est des classiques blue chip, compagnies conservateurs, t'achètes ça, on va faire du mid-single digit, high single digit growth. Faut que tu en aies des compagnies comme ça dans un portefeuille, je pense, au final. Puis, tu sais, même quand il y a des ralentissements économiques, c'est parce qu'eux, mettons, au final, le Merck, qu'est-ce que je suis allé lire, le gros de leur chiffre d'affaires, c'est tous les traitements de cancer. Okay? Oui. C'est comme pas mal... Ils ont beaucoup de médicaments sur des cancers rares. Exact. Ce qui est quelque chose que, même au Québec, c'est très cher. Oui. Très, très cher. Mais ça reste que si tu as ce style de cancer-là, ben, c'est un traitement que tu vas devoir prendre anyway. Oui, exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que ma blonde étant pharmacienne, elle me dit, mettons, tel médicament, c'est 2000 par consommation, puis il faut que tu en consommes aux 2 semaines ou aux semaines. Mais là, nous, on a quand même un État, je vais le dire, socialiste qui couvre ça, puis c'est une bonne chose. Mais ça reste qu'il y a quelqu'un qui le paye, ce 2000-là. Ben, c'est nous autres avec nos taxes, puis avec tes gains en capital. En pensant, je disais quelque chose là-dessus hier, c'est vrai, mais c'est disait que le monde payait plus d'impôts que le coût de la vie, du loyer, bouffe, puis là, c'est auto confondu ensemble. Je pense que c'était une des premières fois dans l'histoire quasiment. Répète donc ça, j'ai été slow à suivre. La quantité d'impôts que le monde paye était rendue plus élevée que leurs dépenses de base, genre nécessaires pour finalement dans la société. Donc, l'inflation serait pas si pire que ça, si je me fie à ton raisonnement. Ben, l'inflation de l'impôt est plus élevée. C'est ça que ça disait. Mais je pourrais, en réalité, prochaine fois, je vais en parler. C'était un graphique qui montrait une courbe, finalement. Les deux, ton coût de la vie essentiel plus l'impôt. Ça montrait que la vraie dépense, au final, c'était que ton impôt coûte juste de plus en plus cher. Fait qu'il y aurait un certain abus de l'impôt. Ah ben ça, il y en a toujours eu. J'ai reçu hier un frais de 350$. Ouais. Sur des retenues à la source d'une compagnie que je n'opère plus, qui est rendue une compagnie de gestion, donc je n'ai pas d'employé, mon ancienne compagnie. Là, je contacte mon comptable, il dit « C'est l'année que j'ai jamais vu le gouvernement aussi agressif. » Il envoie quasiment à tout le monde des frais de 50$ qui n'avaient jamais été chargés historiquement pour certaines politiques, tout ça. Il me comptait plein d'affaires. Moi, ça fait 4 fois que j'ai des frais par rapport à cette compagnie-là. J'ai fait un paiement une journée en retard, 3000$. Paiement de dividendes à l'étranger, une journée en retard, 3000$. Je m'en vais en appel, ils veulent rien savoir. Fait que ça fit avec le fait que l'impôt est agressif, mais où c'est qu'elle s'en va, l'argent? Mais... Dans le système de santé dans les écoles, on ne rentrera pas là-dedans. Non. On parle des stocks chinois, Marc. Oui. Allons-y. Moi, ça me fascine la Chine.
un pays qui est souvent ignoré par les investisseurs ou qui ont peur. Ouais, il y a deux compagnies en tant que telles que je suis. Ben, il y en a une que ça fait longtemps. Les deux, je les suis depuis longtemps, mais il y en a deux qui sortaient leurs résultats, une cette semaine, une la semaine passée. La première, c'est pas mal, tout le monde connaît ça. C'est Alibaba. Mhm. Fait que, ça fait longtemps que le monde connaît ça, mais c'est pas moins utilisé qu'Amazon ici à cause que c'est pas. Qui est le Amazon de l'Asie. Ouais, mais Alibaba, c'est un gros écosystème au final. OK? Fait que je pense que WeChat qui est là-dedans. Ils ont genre plein finalement d'applications connexes. Comme Ils Amazon ont du cloud aussi. Ouais, OK? Puis le stock, il se fait juste. C'est pas un stock qui est aimé là, depuis Oui. longtemps. Mais c'est pas une mauvaise compagnie en tant que telle. La compagnie fait de l'argent, il génère des beaux profits, tout ça, mais pas aimé. Tu avais une histoire, je pense, encore de ton grand-père par rapport, ou ton oncle, ou quelqu'un qui possède Alibaba depuis 15 ans, puis il dit ouais, ça c'est mon père, il me dit ça. Ouais, Je l'appelle, il me dit ça la semaine passée, c'est ça, c'est là, on en parle, puis il check avec ses gestionnaires de portefeuille, il dit le tabarnouche, je me dis, mais on a acheté tellement d'Alibaba, puis il dit que je fais juste perdre de l'argent avec ça. Non, mais tu disais, Non, mais c'est parce que là, j'ai dit, hey, ça a monté, il dit, ouais, il dit, ça paraît que tu le suis pas aussi longtemps que moi, il dit, quand ça monte, ça redescend aussi rapidement. Il disait, genre, dès que ça touche 130, ça retombe à 80. Fait que là, j'ai dit, peut-être que ça va être différent cette fois-ci. Puis là, il était comme, il dit, pourquoi? Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Alibaba, ils ont parlé beaucoup qu'elle allait investir dans l'AI pour la première fois, je pense, depuis les dernières années. Fait qu'ils ont dit qu'elle allait investir 50 milliards US sur les 3 prochaines années. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en gros, c'est qu'eux, le gros de la croissance qu'ils ont eu ce trimestre-ci, c'était dans leur data center, qui fait tout ce qui est AI, le cloud, tout ça. Puis, ils sont en train de développer une nouvelle chip pour finalement être capable d'être moins dépendant sur NVIDIA. Okay? Fait que là, tu allais lire un peu plus là-dessus, parce que j'étais comme, comment Alibaba crée des microchips, genre des GPU, j'étais comme, il me semble qu'ils font pas ça. Puis il y a une petite distinction à faire, c'est que NVIDIA fait des GPUs classiques qui va s'occuper dans le back-end de faire toutes les recherches pour t'arriver finalement avec la réponse quand tu fais un query. Qu'est-ce que Alibaba fait, c'est que ça va être un autre style de carte graphique. Pas une carte graphique traditionnelle comme un GPU traditionnel, c'est plus un style de AI GPU qu'ils appellent, qui va se spécialiser. Et quand tu fais le query, à juste la générer, à faire le processus de recherche instantané, mais pas dans le back-end, aller faire le deep data, genre on pourrait dire research. Fait que c'est très différent. La seule affaire que je comprenais qu'il disait, c'est que ça leur permettait juste d'être moins dépendant sur NVIDIA. Je pense que le monde a aimé ça. NVIDIA, si c'est bon ce que tu racontes, vont faire la même chose. Non, mais NVIDIA, de toute façon, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à ce qu'ils peuvent vendre en Chine actuellement. Oui, dans les derniers vrai. trimestres, c'est ça que je disais la fois, c'est qu'ils ont de la misère à vendre leur carte graphique là-bas à cause qu'il y a certaines restrictions. Fait que je pense que Alibaba, là-dessus, ils font nous, on va être moins dépendants, on va en profiter. Puis la question que je me demandais, c'est est-ce que finalement, ce nouveau, ce qui n'est pas un vrai GPU, comme j'explique, est-ce qu'ils vont le vendre à d'autres compagnies? Ils vont pas le vendre, c'est juste pour leur consommation interne dans leur cloud service pour finalement être capable de générer plus de... Ça, y a-tu une date? On sait-tu quand ça va arriver? C'est sûrement Price 10? Ben non, mais là, en ce moment, c'est déjà en train de se faire, cette affaire-là. Okay. Exactement. Fait que genre, la vraie question maintenant, je me demande, c'est à quel point le stock, il va continuer de monter avec ce style de AI. De nouvelles exact. Oui. Puis après, l'autre affaire aussi, je pense qu'il était un peu moins bon, c'est qu'en tant que tel, leur chiffre d'affaires augmente de pas loin de 10% par année, qu'est-ce que je disais, mais ils font beaucoup moins d'argent parce qu'ils réinvestissent beaucoup dans d'autres sous-divisions actuellement. Okay? Fait que leur profit diminue. Fait à quel point ça va monter comme ça? Aucune idée. On a-tu des ratios? On a-tu quelque chose par rapport à ça? Parce que moi, souvent, je parle à mes conseillers financiers, puis un de ceux-là me dit tu sais, la Chine, les analystes, on n'est même pas sûr que les chiffres qui sont publics, c'est des bons chiffres. Les méthodes comptables sont différentes. Il y a beaucoup de craintes, de peur, faux ou vrai. Là, tu es un peu perdu. Fait que tu décides, m'aller au TSX ou m'aller au Nasdaq. C'est sûr qu'il y a un certain risque, mais personnellement, je connais des gros gestionnaires à Montréal qui en détiennent dans ces positions-là, à travers les portefeuilles, mettons que des fois mon père puis moi s'assied ensemble. Puis je dis, ce gars-là, eux, ils en détiennent. Puis c'est intéressant. Ouais. Fait que d'habitude, c'est des firmes qui font quand même un gros due diligence. Oui, puis il y a beaucoup de compagnies, en tout cas les plus grosses, veulent venir sur le marché New York Stock Exchange. Si tu regardes des compagnies comme Pinduoduo, comme Sea Limited, comme Baba, ils sont toutes listées à New York. Mais ce que je disais, c'est que
il y en a certains bien placés qui remettent en cause les pratiques comptables, la façon que c'est calculé. Je suis d'accord, je l'entends souvent. L'investisseur moyen, nous, on s'y connaît un peu, mais là, à quel point tu veux faire confiance à ça, surtout quand tu te fais dire par ton conseiller, moi, j'éviterais ce genre de stock-là. Ouais. Ce qui me fait dire qu'il y a sûrement moins d'inflow que moins de capital, il y a moins de volume. Mais il y a quand même raison qu'est-ce qu'il disait mon père là-dessus. Ouais. 138, on est rendu à 131. Là. Aujourd'hui, ton père. Ça commence la shit. Mais ça, c'est une affaire. Quand tu suis sur une longue période de temps, t'es pas un insider, mais tu vois les patterns de prix, de volume. Ben 100%. Fait que ton père, là, il n'a pas besoin d'être un expert. Ça fait 15 ans qu'il suit le stock. Là. Il peut te dire qu'il l'aurait vendu à 138. Là. En tout cas, c'est pas lui qui a la décision là-dessus sur ce stock-là, mais ça me ferait quand il me dit... En plus, je m'en vais. On devrait l'inviter ici. Ouais, je vais dire, hey, t'avais raison. L'autre stock que tu voulais parler, c'est NIO. Ouais, NIO, OK. Fabricant de chars. Ouais, fait que c'est une compagnie dans le temps, quand je suis sorti de l'université, que j'avais commencé à m'intéresser beaucoup de cette compagnie-là. C'était à 3-4$ par action. Je m'avais intéressé. La compagnie était sur le bord de faire faillite. Puis j'ai regardé leurs produits en tant que tels. Juste les voitures, puis j'étais allé voir les reviews, je lisais toutes les reviews en ligne sur les Reddit, tout, puis j'étais comme, les reviews sont excellents, l'auto, c'est une magnifique auto, si c'était au Canada, je n'achèterais une tout de suite. Fait que j'étais comme, le produit est clairement pas mauvais, ils ont juste peut-être des problèmes de chaîne d'approvisionnement, puis tout ça, puis ils sont pas capables de deliver assez rapidement la marchandise. Fait qu'il y avait trop de dettes, le gouvernement chinois est rentré là-dedans, ils ont rentré dans le stock quand je pense le stock était rendu à 1,80 par action. Quand tu dis rentrer, c'est qu'ils ont investi, là, ils n'ont pas rentré. Non, ils ont investi. Puis ça aurait dû être un des plus gros coups d'argent que j'aurais dû faire de ma vie. On peut, avec les si j'aurais, on serait tous milliardaires, mais bon, quand même, je veux quand même l'expliquer, c'est quand même drôle. J'en avais acheté, je pense, dans l'auto de 4$. Ma vision était bonne. Je suis sorti à fait un peu d'argent, mais pas grand-chose. Mais le stock, en quelques mois, a monté de 2$ à pas loin de 60$ en quelques mois. Okay, fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, tu avais un vent finalement de positivisme que le gouvernement allait supporter la compagnie. Mais maintenant, le stock est retourné à 4$ par action. Puis là, t'as-tu le goût de rentrer? Ben là, c'est là que j'étais comme, peut-être que c'est round 2 qui s'en vient. Ah oui, c'est sûr et certain. Ça, là, ce sentiment de FOMO-là, où genre, je l'ai eu sur overstock.com. Durant COVID, le stock est passé de 2 à 120$. C'était genre l'histoire après GME. Là, c'était comme le monde qui était allé là-dedans. Moi, j'ai vendu à 11$. J'arrêtais pas de braguer. J'avais acheté à 3$. Genre, j'ai fait 3 x 4. Puis là, mais à chaque fois que ça montait, mon chum m'envoyait un screenshot. 14, 16. J'étais là. Puis là, t'en rachètes pas. Tu sais, dans ces situations-là, je suis sûr que tu l'as vu passer de 4 à 60. Non, t'en rachètes pas. Est-ce que tu t'es dit à 8, je vais en acheter? Ah non, ça va redescendre. Ou ah non. Non, j'ai raté le train. Moi, c'est ça. Je suis stubborn là-dessus. Mais on est tous de même. On est tous de même. On est de même dans la vie, dans n'importe quoi d'autre. C'est spécial qu'on est programmé souvent comme ça. Mais en tout cas, quand j'étais allé le revoir dernièrement, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je veux dire. Je te pardonne. Tu sais quoi? Je te pardonne. Comme... On est prêt pour un round. Ouais, non, j'étais comme merci d'être revenu à cause des dépenses. Je savais que tu viendrais me rechercher. Puis là, en plus, je regardais leur portefeuille d'auto, puis je regardais les autos qu'ils ont. J'étais comme, c'est des méchantes belles autos. Ils font beaucoup de ventes. Ils comparaient Tesla à NIO. J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, sur le marché chinois, c'était... Ben, je pense que ce qui va arriver, d'après moi, dans les prochaines années, c'est que la Chine, regarde, si tu peux partager mon écran ici, tu vas voir le stock. Qu'est-ce que j'expliquais durant la COVID? C'est la chute. Il est tellement nostalgique. Il va en reparler toute l'émission. On a d'autres stocks à gérer. Alors, t'as 6. Wow, man. Mais tu le mettras dans ton portefeuille fictif. Sur les... je vais quand même le fouiller un peu plus. Là. Mais sur 5 dernières années, il y a quand même 48% de croissance annualisée du chiffre d'affaires. Okay? C'est une compagnie qui fait encore des pertes, tout ça. Mais qu'est-ce qui serait intéressant de regarder, puis qu'est-ce que j'aimerais revoir, c'est en Chine, le gros avantage, c'est que leur batterie de lithium, ils ont un coût qui est super bas sur ces voitures-là. Okay? Fait que la plus grosse compagnie, j'ai oublié le nom, BY, là.
Oui. Ouais, pas BYD. Beyond, mais ouais, BYD, ouais. BYD, je pense que c'est la plus grosse compagnie de voitures. C'est eux autres que je comparais les ventes, excuse, je me Puis suis eux, trompé. ils sont en train de manger le marché là-bas. Oui, c'est eux. Tu sais, ils font des autos que même ils voulaient les envoyer au Canada. Oui, il y avait plus de ventes que Tesla, eux autres. Puis c'est ça, je pense que le gouvernement canadien, ils ont fait on va devoir taxer votre auto de genre 400% parce que c'était genre 4 fois moins cher que la moitié des autos qu'on vend ici. Il se rappelle de l'époque où est-ce que Hyundai est rentré. T'es peut-être trop jeune pour t'en rappeler. Je pense que je suis un peu trop jeune pour ça. C'est une leçon anti-dumping 101 de. Il était rentré avec il perdait de l'argent à chaque auto qu'il vendait sur le marché américain. Mais maintenant, ils sont devenus énormes. Puis ils ont des chars de très bonne qualité. Mais avant, c'était bas de gamme et vendu à perte. Mais pour revenir à New rapidement, je pense que c'est un stock honnêtement que moi je vais continuer de garder un œil dessus. Pourquoi je dis ça, c'est que compagnie, le stock a vraiment beaucoup baissé. Les produits, selon moi, sont vraiment nice. Si vous allez juste regarder rapidement les styles de voitures qu'ils font, ils ont de tout. Des voitures de sport, t'as des sédans, t'as des SUV. Ils ont beaucoup de modèles. Mais toi, là, tu te fies. Moi, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, comme j'aime ça consommer, j'aime ça toucher, j'aime ça. Ça, j'ai de la misère à faire sur un produit consumable, sur un char, mais que j'ai jamais vu, touché, embarqué dedans, essayé. Mais donc, qu'est-ce que je faisais dans le temps quand je m'intéressais à cette compagnie-là? Tu vas avoir sur Reddit. Deuxièmement, YouTube, OK? Tu écoutes toutes les reviews d'auto qu'il y a pas. Il y a tellement de monde qui en font. Puis, tu sais, il y en a qui vont être biased, qui vont te payer des foules, mais... J'ai pas le temps de faire ça, Marc. J'ai 2 enfants. Je sais, mais mettons que je veux dire quelqu'un, mettons que c'est sa job faire ça. Oui, OK, je comprends. Si c'est ta job faire ça, puis tu veux comprendre le produit, ben c'est ça que tu devrais faire là-dessus. Moi, je serais du genre à prendre un vol, aller en Chine, puis l'essayer. Si c'était ma job. Comme Peter Lynch. Ça, c'est un bon point là-dessus. C'est ça que les gros gestionnaires de fonds à Montréal vont souvent faire, c'est qu'ils vont aller directement, mettons, sur les manufacturing sites, puis ils vont aller voir comment que ça fonctionne. Fait que c'est très, très, très fréquent, ça. Grosse nouvelle pour Google qui a gagné sa bataille contre le US District Judge pour un antitrust, donc anti-concurrence, anti-monopole de son browser Chrome. Et le stock a monté cette journée-là de 8%, qui est quand même Google en hausse significative. Je n'ai pas le chiffre exactement, mais je vois bien des gens braguer que Google is still the king. Toi, as-tu un take ou une opinion sur Google par rapport à sa position, par rapport à la menace de Microsoft, GPT, etc., par rapport à où est-ce que ça s'en va? C'est une bonne question. J'ai vu la nouvelle cette semaine, effectivement. J'étais surpris que le stock ait monté autant que ça. Avec cette nouvelle-là, tu parles? Ouais. Ouais, exactement. J'étais quand même surpris que ça ait monté autant que ça. Mais tu sais, la seule question que je me demandais, c'est est-ce que, mettons, la compagnie va être rendue trop chère, mettons, même si elle a monté autant que ça. Puis j'ai regardé les multiples, puis c'est quand même encore très raisonnable selon moi. Tu sais, tu payes du 22 fois, mettons, de price earning pour une compagnie qui continue à avoir quand même des perspectives super intéressantes de croissance, tout ça. Quand tu compares à d'autres Mag 7, mettons. Ouais, mais c'est pas... tu sais, ça, c'est des long-term plays, selon moi, des grosses compagnies comme ça. J'ai vu le update de Gemini qui génère des images, là. Comment ça s'appelle? Nano Banana. C'est ce que j'ai essayé de quoi? C'est assez fou, là. Mais ça, Gemini, j'y parle quand même beaucoup de monde. Il y en a plein qui m'ont dit que je parlais avec un gars l'autre fois qui il bâtit une startup puis il utilisait les modèles de Gemini derrière. Il me disait que c'était les pires qu'il avait essayé de son côté. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu l'expérience, mais il me disait, mettons, les GPT étaient vraiment mieux, même les Grok étaient mieux que les Gemini. Ça laguait toujours. Il y avait plein d'erreurs, mettons, dans la génération de réponses. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont essayé ça. Moi, j'ai jamais personnellement essayé Gemini, mais je serais curieux de savoir s'il y en a qui ont... T'es-tu un gars bien dans l'AI? Ou... Ben, j'essaie de lire le plus possible là-dessus. Ouais, vraiment. Es-tu un utilisateur? Ou... Ouais, maintenant, beaucoup. Même j'ai downloadé, j'ai acheté la version premium de GPT. Puis il y a 2 choses que j'essaie beaucoup. C'est que tu peux mettre des sub-sections, mettons des finance sections. Puis là, mettons, qu'est-ce que je fais? J'utilise le AI Agent. Le AI Agent, c'est comme s'il prend un ordinateur à distance sur un VPS, puis il va faire les manipulations pour toi sur cet ordinateur-là, mais il te le montre comment il fait. Fait que là, tu vas lui dire, bâtis-moi ce fichier-là, va me connecter 1000 fichiers ensemble, agrègue les données de ça, puis je veux que tu me sortes ça, mettons, comme corrélation. Puis tu t'en sers activement dans ton trading? Je m'en sers dans vraiment tout. Qu'est-ce que j'aime faire, mettons, dans le trading? Ça va être de regarder c'est quoi les probabilités de pullback
Admettons que j'aime toujours savoir ce qu'au final, tu sais, c'est comme une loi normale. Là. Ouais. Ça revient toujours à ça. C'est quand, mettons, on est trop sur des extrêmes sur certains trucs. Tu étais un grand fan de loi normale et de cours de statistiques. Non, j'haïssais ça. J'haïssais ça à mourir. Tu me parlais d'ANOVA, tout ça. Là, je comprends pourquoi tu me dis ça. Vas-y, continue ta pensée. Non, j'aimais pas ça, mais je pense qu'au final, c'est quand même important. Il y a des bonnes choses à apprendre là-dessus. Mais sur ChatGPT, j'aime ça, lui demander, OK, mettons que j'ai X, mettons, pourcentage de jours dans le verre dans le dernier mois. J'ai ça comme facteur. C'est quoi les probabilités que ces 3 scénarios-là qui se passent? OK. Fait que ça, là-dessus, je trouve que GPT, c'est vraiment le fun. Là, là il roule des scénarios, des probabilités, choses exact. qui prendraient un temps. Moi, ça va me prendre du temps, exactement. Ouais. C'est chiant. OK. Fait que là-dessus, c'est une affaire que j'utilise vraiment beaucoup. Ouais. Dans la ruée du AI, je pense que les gens, ils regardent, OK, qu'est-ce que ça va améliorer? Qu'est-ce que ça va disrupt? Qu'est-ce que ça va pas impacter? Ouais. Je pense qu'il y a des stocks que les analystes pensent que ça va soit détruire. Un de ceux-là, c'est Fiverr. Je suis un actionnaire de la compagnie. J'ai reçu mon petit pamphlet pour nommer des gens au board. Je continue de croire, et je suis sûrement naïf, que l'impact du AI négativement, exemple, créer un logo, est surestimé sur Fiverr. Le stock s'est rangé pas loin de 20 $, mais il a déjà été à 40 il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il est très, très affecté négativement. Et mon opinion, c'est que c'est surestimé l'impact. Et l'autre jour, je suis allé sur un Custom GPT, créateur de logo, parce que là, tu peux aller sur GPT, là, tu cherches dans les Custom GPT logo, et il te pose plein de questions. Veux-tu tel genre de couleur, tel style, tel typo, veux-tu une icône, etc. Et à la toute fin, il dit, as-tu envisagé de confier la création finale à un designer pro? Tu pourrais faire appel à un créateur de logo Fiverr avec un lien qui est probablement un lien affilié, je ne sais pas. Mais dans le Custom GPT, il y a « Hey, ton logo, il est beau. Veux-tu la version vectorielle? Veux-tu ci, ça? Voici le lien de Fiverr. » Puis j'ai pris un petit screenshot de ça. C'est quand même impressionnant, ça. J'ai été vraiment impressionné. Puis ça me redonnait espoir que j'ai peut-être pas perdu mon argent finalement. Mais en tout cas, ça, c'est un des stocks que j'y crois. Moi, je l'utilise encore. C'est catégorisé. Fiverr, c'est un site qui, à la base, offrait toutes des choses à 5 $, d'où le nom Fiverr. Et ensuite de ça, ça a grossi. Il y a beaucoup de freelance partout à travers le monde qui ont maintenant des plans à 100, 200, 1000 piastres là-dessus, pas juste 5 $, et qui offrent des services que, je crois, les analystes de Wall Street pensent qu'ils vont être tous remplacés ou le sont déjà par l'intelligence artificielle. Et ça, je ne suis pas d'accord avec eux. Oui, dans le Custom GPT, il disait « Utilise le code 10 Fiverr pour 10% de rabais. » C'était comme une pub, genre. Peut-être que c'est une nouvelle façon de monétiser de Microsoft, pas Microsoft. Ça serait intéressant effectivement, comme tu dis, c'était un peu impressionnant ici. Ça dit que tu as un market cap là-dessus de 864 millions. La compagnie génère 420 millions de chiffre d'affaires. Même si c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Au niveau chiffre, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est ça, je te dis, je pense que la compagnie est trop impacté négativement par la menace du AI, de façon exagérée. C'est mon opinion là-dessus. Il faudrait... Qu'est-ce que j'aimerais voir là-dessus? C'est quoi leur portefeuille, mettons, de user? Tu sais, mettons, si je comprends bien, c'est du monde qui vend des services, puis Fiverr, eux, ils se prennent une commission sur... Mettons, exactement, c'est un marketplace. Mais sur ce marketplace-là, mettons, c'est quoi la distribution? Est-ce que c'est comme 80%, mettons, du digital marketing? Ou si tu, mettons, c'est ça que je serais curieux de savoir. Je serais curieux de savoir si c'est disponible dans les résultats, cette segmentation-là aussi précise. Je vais enquêter. Et si le client, est-ce qu'il commande une fois ou il commande 12 fois? Exact. C'est-tu des gros clients ou c'est tous des petits clients à 12 pièces? Fait que c'est un repeated business là-dessus. Ça, c'est vraiment bon. Je vais regarder Deuxièmement, est-ce que c'est vrai que le AI, il y a certaines choses que, effectivement, là, il y en a qui ça va diminuer, mais il y en a plein là-dedans que je pense que tu as quand même besoin d'une touche humaine aussi. Là. Parlons de AI. Je t'ai fait un nouveau cadeau. OK. Pump Hard Dump Order. Disponible en 2 couleurs sur notre site. Il va être disponible sur le site de Poche et Fils à la fin de l'épisode. Je vais essayer de le mettre. Le vrai test ultime, c'est que je marche avec ça sur Sainte-Catherine puis je regarde comment que le monde... mais moi, je vais le mettre. Mais comme tu me connais, je suis un gars assez généreux.
Puis, Poche et Fils, on est une business de gifting. Fait que ça fit avec ma personnalité. J'ai un autre cadeau pour toi. Ah, t'as un autre cadeau. Ouais, ça, c'est comme notre petit entracte. Ça, c'était pas mon cadeau, ça, là? Ah oui, j'en ai un pour toi. Ah, version noire. Ben oui. Nice. Non, ça là, c'est le mien. Moi, je garde le blanc. On a aussi le noir. Ça fait plus avec toi. OK, Je vais te le laisser, tu le mettras à la fin. Wow. Mais mon vrai cadeau que j'avais pour toi, c'était ceci. Une édition unique de la veste. Je trouvais que tu n'avais pas de veste aujourd'hui. La Ben oui, veste mais EBITDA. Je me suis tellement fait détruire la dernière fois que Fait que j'ai ça, tu porté. peux la porter. D'après moi, ça va être à ta taille. Wow. Ça, c'est une Merci. édition unique. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. Il n'aura sûrement pas d'autres. Fait que c'est comme un NFT de la veste. Là. Ah, ouais. Ouais, c'est comme le chimpanzé Je vais à la 60 porter millions, mais en veste. Comment il se vendait, le chimpanzé? Pas mal plus que ça? Moins 16 millions, peut-être. Ah, Oh, ok. shit! Là, je sens OK, zoomons Ouais. sur sa veste. Je le sens qu'il y a du rendement qui va commencer à se générer avec ça. Oui. Ça, c'est genre Sydney Sweeney version Québec, là. Marc Dargy, là. Sponsorise, là. Ah oui. EBITDA. Ça, faut Ah, que ouais. tu trades avec ça, là. Ah non, ça, honnêtement, la seconde que tu rentres dans une place avec ça, là, tu sais que les choses commencent à bien tourner. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire EBITDA, c'est la version anglophone de BAYA. C'est le Earnings Before Interest, Tax, Deduction and Amortization. Je pense que c'est exactement ça. Ouais, exactement. Avec l'aigle de Eagle. Eagle. C'est vraiment bon, ça. La pause est finie. Historiquement, Marc, je regardais les mois Ouais. de 1964 à 2024 et le mois de septembre est le moins bon mois historiquement dans le average return, C'est drôle, tu dis ça. qui est à moins 0,7 Ouais. et seulement 46 du temps, donc moins d'une fois sur deux, le mois finit positif. Alors que tous les autres mois, historiquement, finissent positifs à plus de 50 donc plus qu'une fois sur deux. Une très bonne parenthèse là-dessus. C'est drôle parce que moi, je pars en vacances ce mois-ci. OK, je les ai dit. Puis, qu'est-ce qui arrive? Tu n'auras pas ton cachet, hein, sport. Hein? Tu le sais. Sport, tu n'as pas de cachet. Non, mais je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est que ça fait 4 ans que je fais du trading à temps plein. Puis, les 4 dernières années, à chaque année, c'est mon pire mois, c'est septembre, je perds de l'argent. Fait que mais Fait c'est que là, smart. cette année, je me dis, à la place de perdre de l'argent, je m'en vais en vacances. T'es sûr de pas en perdre. Ben, ça va me coûter moins cher, en tout cas. Ah, ça, c'est fort, Marc. Ça, j'adore ça. Hey, Mais c'est drôle parce que hier, j'avais un débat avec un ami exactement sur ce chiffre-là. Puis là, j'ai dit non, je pense que le pire mois historiquement, statistiquement, c'est octobre. Puis il était comme non, c'est septembre. Puis j'ai dit, ben moi, en tout cas, mes pires mois, c'est septembre et octobre. C'est vraiment pas des bons mois pour moi. Puis là, tu me sors le chiffre, mais c'est vrai que ça fait du sens. dans les dernières années, 2022, mois d'octobre, horrible. 2023 aussi, c'était pas bon. Il n'y a rien qui fait du sens. Moi, je regarde les écrans, puis je comprends rien. Mais septembre, moi aussi, je ne le savais pas jusqu'à temps que je vois là. Ça m'a surpris. Puis là, je commençais à regarder le rendement. Puis j'étais là, oh, OK, il y a eu des années plus rough. Ouais. C'est pas. Tu sais, je regardais juste les marchés cette semaine. Il y a beaucoup de choses déjà que j'étais comme, oh my god, ça paraît que c'est septembre. Là. Genre, Fait que là, tu t'en vas où? je m'en vais en Espagne. Donne pas l'adresse exacte parce qu'il y a des détraqués qui vont te trouver. Oh non, je Hey, m'en vais. tu sais, qu'est-ce que t'en penses de GME, si? Hey, t'as fait le voyage jusqu'en Espagne, me demander ça. Non, on va aller prendre un peu de soleil là-bas. Là. Mais c'est bon que tu dises qu'au lieu de perdre de l'argent, comme dans les 4 dernières années, je m'en vais m'en perdre moins. Ouais. Moi, j'ai jamais avoué à personne, j'ai même jamais parlé à Mathis. Quand j'ai décidé d'investir dans Poche et Fils, ça faisait une couple de mois que je faisais rien. J'étais en période de transition avec l'acheteur de mon entreprise, puis je faisais rien, puis je tradais, puis je faisais des mauvais moves impulsifs. J'étais là, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? J'ai même pas besoin de plus d'argent. Ouais. Fait que je me suis dit, je pense qu'il faudrait que j'occupe mon temps. Puis là, il y avait plusieurs facteurs de pourquoi je voulais, mais ça, c'en était un. Je n'ai jamais parlé à personne, je n'ai même pas parlé à Anto. Puis là, tu vois, ça a commencé à bien aller, la bourse, parce que je la checkais plus. Je faisais Ouais, il plus faut le cas. savoir, tu sais, c'est ça, mais je pense qu'il faut savoir c'est quand mettre le gaz au fond, puis quand juste, comme, pas toucher à rien. Là. Moi, je sais que c'est pas, en tout cas, c'est pas le moment pour moi de toucher à quelque chose. Là. C'est une belle sagesse pour ton jeune âge qu'on ne connaîtra jamais. Ah non, il y en a qui me demandent mon âge. Ça me dérange pas de dire mon âge. C'est juste que j'aime ça créer le mystère, c'est drôle. Ouais, ouais. Quand le monde se regarde, hey, t'as quel âge? Puis là, tu le dis pas, puis là, ça crée plus de commentaires. Puis- Ah, c'est bon. Je sais que tu trades des futurs, qui est un marché énorme, plus gros, je pense, que durant Ouais, les heures Ouais, ouvrables. il y a pas mal d'argent là-dedans. Ouais. Est-ce que tu trades aussi des commodités? Je regardais, j'ai un graphique ici du prix du café qu'on ajoutera peut-être au montage si mon monteur a le temps de le faire. Le prix du café est excessivement élevé. On a des producteurs de café comme mon bon ami Phil Kiprianou avec Goat Rider qui
c'est plus tough, mettons, Ouais. quand ta matière première te coûte 50% plus cher que l'année d'avant. Est-ce que c'est un trade que tu fais? Est-ce qu'il y a d'autres Des fois, matières oui. premières que tu... Je l'ai déjà fait dans le passé, c'est une bonne question. Surtout des fois sur le gaz naturel, je le fais. Mais c'est quand je vois des anomalies. Genre. Quand je vois des anomalies dans le sens que. Ça, Exact. ça, Ben, c'est une anomalie, mettons, pour toi? Exact. Donc, je regarde le graphique ici. Ça, c'est le café à 4 piastres. J'ignore c'est quoi l'unité de mesure. Exact. Quand je vois quelque chose comme ça, c'est comme, OK, ça commence à monter pas mal, c'est assez rapide. Puis, tu sais, au final, comme j'expliquais tantôt, c'est souvent une question de loi normale. Ouais. Quand c'est rendu sur des extrêmes, ça finit par snapback tôt ou tard puis revenir vers un prix qui est plus stable. Fait que c'est là que d'habitude, je commence à faire mes devoirs un peu. Je fais, OK, qu'est-ce qui explique ce mouvement-là? À quel point c'est soutenable? Puis après ça, si ça m'intéresse, peut-être que je vais m'exposer. Mais le café, personnellement, je m'en souviens, il y a 2 ans, je pense que c'était ce speak-là ici, c'était à l'entour de 500. C'était ça? C'est-tu 500 que c'est écrit sur le graphique? Ah, c'est en dollars, c'est 4 piastres, 3 piastres, 2 piastres. D'après moi, c'est... En tout cas, mais je pense qu'il y avait le café, je l'avais regardé il y a 1 an ou 2, mais j'avais pas pris de trade là-dessus. Mais Toi, c'était peut-être un ETF de café. Mais moi, en parlant à Phil puis en faisant des recherches, tu sais, quand tu disais, tu essayais d'expliquer si c'est soutenable, c'est quoi la part de cette hausse-là qui est due à de la spéculation? De juste les gens qui tradent des gros fonds qui vont venir investir, ou c'est incendie, sécheresse, problème avec le grain, problème de production, OK. etc. Tu sais, c'est quoi la part qui est vraie ça, c'est puis la une bonne- part c'est qui bonne est une question. bulle? Je vais te donner un vraiment bon exemple sur, pas le café, mais sur une autre commodité. Vas-y. OK? C'est le pétrole. OK. Parce que le pétrole, c'est. Je me dis, regarde, qu'est-ce qui arrive, c'est que, mettons, le pétrole, quand le baril explose drastiquement, mettons, quand il y a des tensions géopolitiques, je me dis, la dernière chose que, mettons, le pétrole, je le connais bien, je comprends bien que c'est pas une commodité que tu veux que le prix explose trop parce que ça vient affecter toute Tout le l'économie. reste, OK, exactement. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des gouvernements qui vont commencer à intervenir, puis surtout Trump qui est au pouvoir, c'est important de comprendre. Est-ce que tu as un gouvernement qui est, mettons, pro-prix élevé ou pro-prix qui est à la baisse sur cette commodité-là? Fait que Trump, depuis qu'il est rentré au pouvoir, il l'a dit, c'est genre prix à la pompe, il veut que ce soit le plus bas possible, il veut que le baril soit bas. OK? Fait que quand, mettons, tu as le baril qui explose, c'est quoi? Parce que quand il avait explosé, je vais prendre un exemple concret. C'est quand il avait explosé, c'était au début de l'année. Il était allé dans les pas loin de 80. C'était quand même beaucoup plus élevé que les prix actuels. Le prix du baril. Oui, le prix du baril. Ouais, pas il avait du litre, explosé. j'espère. Hein? Pas du litre, en tout cas. Non. Il avait explosé beaucoup à cause que tu avais la guerre entre Iran et Israël, puis là, tu avais l'Iran qui commençait à faire des menaces qui allaient bloquer finalement un canal qui a beaucoup de distribution finalement du baril qui se passe là-bas. Puis le monde, la crainte qu'il y avait, c'était que, oh my God, si l'Iran bloque ça, ça va affecter toute la chaîne d'approvisionnement de pétrole dans le monde. Puis moi, mon thinking là-dessus, c'était comme, OK, les probabilités que si ça se passe sont possibles, mais les probabilités que ce style de truc-là reste là pendant plus que 24 heures sont de vraiment peu de chance. OK? Toi, tu joues les probabilités. Ben oui, mais ce qu'il y a à faire, c'est juste une question de gros bon sens. T'as des bases militaires de l'armée américaine qui sont à côté de tout ce qui est UAE, qui est à côté de l'Arabie Saoudite. Il y a des partenariats là-bas qui sont faits depuis longtemps pour donner de l'équipement militaire américain. La première chose qu'ils vont faire, c'est que tu vas avoir les Américains, tu vas avoir les Britanniques, tu vas avoir les Allemands qui vont arriver là-bas. Ils vont être comme, tassez-vous du chemin. On ne peut pas se permettre que le prix du pétrole explose de 100% en une semaine. Fait que moi, j'étais comme, OK, l'irrationalité est priced in selon moi. La probabilité que ça reste un scénario probable pendant une semaine, c'est presque nul. Fait que tu comprends? C'est plus comme ça, mettons, que je vais essayer d'interpréter. Est-ce que la montée de l'or est rationnelle? Actuellement, et dans les 2 dernières années qui bat le marché. Ça, c'est intéressant, alors. OK? Là, tu vas avoir 2 facteurs qui vont le faire bouger. Tu vas avoir soit des tensions géopolitiques, ou tu vas avoir vraiment plus ta politique monétaire qui va venir faire bouger la commodité. OK? Mais l'or, comparativement à d'autres commodités, il faut comprendre que c'est une commodité qui est toujours unidirectionnelle. OK? Autant qu'elle va baisser, elle va toujours finir par monter. OK? Parce que le dollar, il se déprécie avec le temps, puis le dollar va continuer de se déprécier, parce que c'est comme ça que le système monétaire est fait. Fait que tant qu'il y a de l'inflation, tant que finalement on a une monnaie qui perd de la valeur, l'or va continuer de monter. Techniquement, c'est supposé d'être jusqu'à la fin des jours ou attendre que le système financier crache. Oui. Ben, l'effet est techniquement le même, supposément, avec le Bitcoin. Exact.
Même chose derrière le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu différent, le fonctionnement que tu réduis, mettons, la capacité. Je veux dire, le concept de valeur refuge, comme le dollar US, un peu les... Pareil. Fait que en ce moment, le prix de l'or a vraiment explosé. Il a passé, dans les 2 derniers jours, il a atteint son plus haut à vie, pendant presque 2600 $ l'once. Tu le sais, si tu le sais aussi par cœur que ça veut dire que tu je le regardais. Oui. Ben ouais, je le regardais beaucoup parce que ça fait environ 1 mois et demi, quand on était à part 2400 $ l'once, j'ai dit pas mal convaincu que ça s'en vient. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la cerise sur le Sunday, c'était les derniers chiffres d'emploi qui sont sortis aux États-Unis et quand il y a Powell qui a parlé à Jackson Hole il y a 2 semaines environ. Les chiffres d'emploi qui étaient pas bons, Il y a 3 choses, 3 éléments qui ont fait que le prix de l'or a explosé selon moi puis qui va continuer d'exploser. Premièrement, tu as les chiffres d'emploi qui ont commencé à être revisés à la baisse drastiquement. C'était comme, ils disaient, on a genre 160 000 emplois. Finalement, on a une revision qui est à 30 000. Comment tu peux expliquer qu'on a une revision de 130 000? Trump disait que la fille n'avait pas les bons chiffres, me semble. Elle s'est fait renvoyer. J'ai vu ça. Puis honnêtement, il n'y a pas tort. C'était comme, comment tu peux expliquer? C'est une énorme erreur. Là. Puis au final, tu fais des décisions politique puis économique sur des chiffres, si tes chiffres sont aussi pas bons que ça, tu sers à quoi, tu comprends? Ou tu veux avoir le chiffre que tu as en tête. Tu vas mettre une personne en place qui va te donner des chiffres. Mais exactement. Fait que là, ça, c'était le premier argument. Chiffre qui était pas bon, OK, ça l'a fait que, OK, là, tout d'un coup, tu as une Fed qui doit faire, OK, nous, on va commencer à couper les taux beaucoup plus rapidement. Tu as Powell qui a commencé à dire, OK, moi, je vais commencer à couper le taux en septembre, c'est presque sûr. Fait qu'il a changé complètement son discours. Il a dit, on est ici pour supporter l'économie. Puis ça l'ouvre, je pense, la porte même qu'il va y avoir du QE qui va se passer peut-être dans les prochains mois en 2026. Fait que ça, c'est les 2 arguments. Puis le troisième, c'est que le monde n'aime pas que le dollar américain pourrait se faire manipuler par Trump. OK? Fait que ce que je veux dire par là, c'est que la Fed est supposée de l'entité qui est indépendante du gouvernement. Puis quand, mettons, Cook qui est supposé de se faire envoyer, puis d'autres mondes qui se sont fait renvoyer dernièrement, puis se sont fait mettre en place par Trump, ça montre que tu as une indépendance entre les deux qui est beaucoup moins présente qu'avant. Fait que si tu as une Fed qui est pas indépendante, ça veut dire quoi en tant que tel sur le dollar américain? Ça veut dire que tu as une monnaie qui est un peu n'importe quoi puis qui peut se faire manipuler. Mm-hmm. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que tu as beaucoup de monde qui ont fait « Hey, moi, j'ai pas le goût d'être investi dans le dollar américain. J'ai pas confiance là-dedans. Je vais aller me storer dans l'or. » Okay. Ces 3 arguments-là, c'est ça, selon moi, qui a donné le fuel pour que ça commence à exploser. OK. Pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début, vous méritez une petite gâterie, un cadeau. On va... c'est pas tant un cadeau. On veut créer notre portefeuille fictif avec Yahoo Finance. Marc a déjà seté ça up. Dans le fond, c'est comme un pool de hockey qu'on se fait en chum. On inviterait d'autres mondes à faire la même chose. De façon légale, ça reste fictif. On ne veut pas commencer à aller là. Fait que ça reste fictif. On va se donner 100 000 $ fictifs canadiens chaque, puis on va rentrer en compétition. Fait que lui, il va prendre Crosby, moi, je vais prendre Ovechkin. Vous comprenez le principe d'un pool de hockey. Puis on va essayer de suivre ça. Ça nous est revenu souvent dans les commentaires. Hey, vous faites beaucoup de calls, vous avez parlé de Salesforce, vous avez parlé de ci, de ça. Est-ce qu'on peut les suivre? Bien là, quand on va en parler, logiquement, on va prendre une position plus souvent qu'autrement et vous allez pouvoir suivre avec le lien qu'on va mettre dans la description. Okay. Marc est déjà assez prêt. Tu avais fait analyser. Là, il m'a dit « Hey, j'ai déjà tout seté ça, je suis prêt. » Là, moi, j'ai pas vraiment checké ça. Correct. Mais je vais faire mes devoirs, puis d'ici à la prochaine épisode, je vais avoir bâti mon portefeuille. Puis comme tu dis, aussi bien de mettre tout d'un coup que d'attendre puis d'acheter à coût de 5 000 puis de voir le marché. Ben oui, c'est vrai que je dis ça, mais là, comme on essaie de rendre ça un peu plus le fun, je vais peut-être essayer d'être créatif un peu. Oui, ce serait bon qu'on aurait comme un draft pick à chaque émission, tu sais, de dire Marc Dargy is proud to select from Columbus. Non. Ça serait excellent. Ça serait fou. Ça. OK, on va faire de quoi de même. Ouais. On va faire de quoi de même. Le temps file. Tu avais fait une grosse analyse, me semble, aussi sur Eli Lilly, Novo Nordisk. Novo Nordisk, selon moi. Tu voulais peut-être me parler un comparatif avant que Thomas nous sac dehors puis fasse son émission. Non, mais juste, ça, c'est la compagnie en ce moment que je regarde le plus. Le stock a juste vraiment beaucoup baissé, comme on avait déjà parlé dans le passé. Oui. C'est la guerre à l'obésité. C'est cité de même des médias. Ozempic versus, j'oublie le nom de l'autre. Ouais, j'oublie le nom moi aussi. Mais on va l'ajouter.
Ouais, je pense que c'est juste un domaine actuellement que je veux juste porter beaucoup attention. C'est surtout Ozempic, le nom, le branding est bon. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que là, tu as beaucoup de compétiteurs qui rentrent dans le domaine. Comme j'ai parlé Oui, la le dernière fois. brevet vient à échéance. Ouais, il y a des brevets qui ont échéance aussi. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que là, il y a les traitements, ils disent que le taux finalement d'obésité le pourcentage qu'ils sont capables de réduire est moins élevé que les attentes. Je pense qu'il y avait 25% qui s'attendaient de réduction de poids avec je pense que c'était des vaccins. Puis à la place, c'est genre 21%. Mais tu sais que c'est impossible que tu perdes pas de poids avec ça. Non, mais tu vas en perdre, mais qu'est-ce qui... Mais attends, je veux juste mettre un bémol. Il y a du monde qui ont dit, je connais une de ces personnes-là, hey, j'ai pas perdu de poids, ça fait plusieurs semaines j'en prends. Et quand tu creuses, il n'a pas perdu de poids parce que dans la seringue, il y a 2 caps. Il enlève le premier cap, il n'enlève pas l'autre cap. Fait que quand il pèse, le jus sort, mais tu te dis, c'est normal. Puis dans le fond, tu te piques pas. Non, mais c'est une seringue à 2 caps. C'est assez. Faut le voir pour le croire. Mais tu sais, quand on parle de creuser du pourquoi, là, moi, ça m'a fasciné ça. Mais quand tu connais pas ça, c'est normal, il y a un peu de jus qui sort, c'est peut-être ce qui sort de ma peau. Puis quand tu fais un peu d'excès ou beaucoup d'excès de poids, tu sens pas tant que ça, l'aiguille rentrée. Puis même quand tu n'enlèves pas le deuxième cap, ça pique pareil. Je l'ai testé. Fait que, mais je me suis pas injecté de l'Ozempic, là, mais j'essaie de faire mes recherches sur le terrain des pour vaches. mettre le nouveau chandail, là, tu vas laisser de l'espace. Non, mais Novo Nordisk, j'ai mis un limit buy là, quelques semaines quand on en avait parlé. Ça n'a jamais été là. Ça leur rebondit. Je le regarde beaucoup, moi aussi. Les multiples sont beaucoup plus alléchants que son compétiteur Eli. Effectivement, tu sais, je pense qu'on est tombé sur la même analyse en passant sur Seeking Alpha. On check les mêmes articles. Puis là, je t'ai lu celle-là, c'est vraiment une bonne analyse. Fait que, c'est quelque chose que je garde sur mon radar très proche actuellement, Novo Nordisk. T'avais-tu un autre sujet que tu voulais qu'on aborde avant de saluer nos téléspectateurs, si on peut les appeler comme ça? Je pense pour aujourd'hui, ça fait le tour, honnêtement. Moi, il y a une dernière affaire que j'ai vue qui est intéressante. Ça s'appelle le PEG. C'est le Price to Earning, mais en fonction de la croissance, de la growth, PEG. Puis là, j'ai un graphique ici qu'on va zoomer ou qu'on va rajouter. Souvent, on dit « Ah, NVIDIA, c'est cher, les multiples, tout ça. » Mais quand tu prends en considération la croissance, le PEG t'indique s'il est proche ou loin de 1. 1 devrait être considérant qu'il grossit à 50-60 %. Si ça se trade à 60 fois le price to earnings, c'est 1. Donc, 60 sur 60, ça égale 1. Si tu es à 1,5, bien là, il est surévalué. Si tu es en bas du 1, donc ici, ce que le graphique montre, c'est qu'une compagnie comme Oracle ou Microsoft est, selon les PEG, actuels et futurs, beaucoup plus surévaluée que NVIDIA, que tout le monde pense que le chip, le AI est trop surévalué. Et ce qui m'avait aussi remarqué, c'est Google, comme tu dis, qui se trade à des faibles multiples, encore plus faibles quand tu considères l'option de la growth. Le plus fou là-dedans, c'est TSM. Si on pourrait en parler une prochaine fois de TSM, mais vas-y. très belle compagnie. Nous autres, on reste si tant qu'ils ne nous sacent pas dehors. Correct. On paye de l'heure, même si on fait 1h10. Correct, bon, moins. TSM, OK, super compagnie. Eux qui ne connaissent pas ça, c'est Taiwan Semiconductors. Oui. Puis pourquoi je dis que c'est une belle compagnie, c'est que ce domaine-là de chip industries. Les 3 plus bas, c'est 3 de chip. NVIDIA, ASML puis TSM. Mais ça, c'est à quelle date, ça? C'est plus ça. C'est récent. Tu vois, je suis un journaliste mal chaussé. J'ai pas la date, mais c'est assez récent. Parce que NVIDIA, à ce prix-là, j'étais impressionné. Attends. Je vais retrouver la date. On va essayer de la mettre en description. Mais je vais retrouver la date. Peut-être effectivement que je me suis fié à un article vieux qui date de quand ça a tombé de 30 %, mais je pense pas. C'est quelque chose que j'ai vu dans les 2 dernières semaines. La semaine passée, on n'a pas tourné d'émission. On avait déjà tourné l'émission. J'étais à Punta Cana dans les Sargasses, sur la plage. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos là-dessus. Mais... T'as vu, ça dit en ce moment, j'étais sur le site, là, le PEG de NVIDIA, à ce jour, il est à 1. On est pas mal proche. On n'est pas loin de ce que j'avais, Ça a augmenté depuis 2 semaines. C'est vraiment pas si pire. Pour une compagnie qui... Donc, il serait, selon ce ratio-là, à fair price. Il serait un prix ce ratio-là. C'est pas quelque chose que je regarde souvent comme ratio, mais honnêtement, intéressant. Mais TSM, surprenant, surtout qu'eux, ils ont une capacité de faire des chips qui est exceptionnelle. Il n'y a personne qui a cette expertise-là. Parce que ça, c'est quelqu'un qui m'a appris ça à un moment donné, c'est quand tu as des foundries, faire des micro-circuits, ça vient à un moment donné extrêmement compliqué. Le plus que à chaque fois, ce qu'ils font, c'est que là, tu as un GPU,
Puis tes microcircuits, à chaque fois, ils font juste les rapetisser encore plus à petit sus. Fait que ça vient tellement nano, tellement petit que la précision que tu as besoin, il y a très peu de place sur Terre qui peut faire ça. Puis je pense que la seule compagnie qui a cette expertise-là au monde, c'est TSM. Fait que c'est pour ça que même des compagnies comme Intel, puis tout ça, ils ne seront pas capables de faire ça in-house à cause que c'est trop compliqué à finalement bâtir. Fait que c'est pour ça qu'ils vont avoir des sous-traitants comme TSM. Puis qu'est-ce que je trouvais de TSM, c'est qu'en tant que tel, ils n'ont pas nécessairement besoin de développer la nouvelle technologie du produit, ils ont juste besoin de le produire en tant que tel. Fait que là, j'étais comme, eux, leur moat est énorme. Ils se spécialisent à juste bâtir des usines qui sont ultra performantes, puis ils n'ont pas besoin de se casser la tête à toujours essayer de bâtir des nouveaux processus de GPUs derrière. Hey Marc, tu m'as convaincu. Je pense que ça va être dans mon portefeuille. Non, mais c'est une très, 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 très belle compagnie. Je pense qu'on pourrait en parler pas mal plus longtemps, mais c'est une très belle compagnie. Non, mais le fait que les 3 plus bas PEG, selon ce graphique-là, soient du AI, chipmaker, ça me laisse croire qu'il y a encore de la place à faire monter le marché. Tu regardes ça comme ça rapidement, oui, ça fait réfléchir. Puis, by the way, TSM, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui avait peur parce que c'était une compagnie taïwanaise de base, mais qui sont maintenant en train d'ouvrir plein d'usines aux États-Unis, dont au Texas. Je pense que c'est un investissement de, je me trompe pas, de 100 milliards, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ce qui revient à ce qu'on disait tantôt, que souvent, quand c'est chinois, Taïwan, le monde, c'est un peu sous-évalué parce qu'ils ont peur d'aller là ou... Oui, peut-être aussi. Puis, tu sais, Taïwan, il y a toujours la crainte de ce que la Chine va envahir Taïwan, puis après, finalement, eux, ils n'auront plus leur... Tu pourras plus... Taïwan va perdre leur dépendance avec les Américains. Oui. Parce que Taïwan, au final, si mettons, Taïwan serait retiré de la planète, je pense que pas mal toute l'économie de la technologie sur Terre au complet partirait. Là. C'est un gros on va souhaiter que ça n'arrive pas, du moins pas jusqu'à la semaine prochaine. Non. Là-dessus, on va vous dire merci d'avoir assisté à cette émission-là. Et comme Mathis m'a dit de dire, que j'ai oublié de dire à l'intro, allez vous abonner. On est rendu à plus de 1500 abonnés sur YouTube. On a 500 quelques abonnés sur Spotify. On est maintenant disponible sur Balado, Apple Podcast. Nice. On est sûrement sur d'autres plateformes que vous utilisez via le feed RSS. Laissez un review aussi si vous pouvez. Ça augmente le ranking. Et un des struggles, des challenges qu'on a, c'est que le mot investi, quand tu le recherches sur Spotify, il est tough à trouver. Ça sort pas. Ouais. Fait que là, c'est soit qu'on change le nom, ce qu'on veut pas faire, parce qu'on a bien le nom, mais... ou soit qu'à un certain moment, on commence à être trouvé parce qu'il y a beaucoup d'impressions, il y a beaucoup de clics, il y a beaucoup de reviews. Puis là, ça fait Hockeystick Growth. Mais investi, je peux savoir, parce que c'est vrai que sur Spotify, il est tough à trouver. C'est juste écrire investi avec le i à la fin, puis faire enter direct. Il sortira pas dans les choix. C'est ça que j'ai découvert. Ça, c'est le hack de la journée. Fait que s'il y en a qui le trouvent pas, c'est écrivez investi, enter direct, puis ça va apparaître. Sinon, sur YouTube, le lien dans notre bio de tous nos réseaux sociaux. Puis, on vous souhaite un excellent investissement et bien du gain en capital. Yes. Merci, guys. Bon.